Le 24 avril 2013, le Rana Plaza s'effondre au Bangladesh. C'est la pire tragédie de l'histoire de l'industrie textile. Des milliers d'ouvriers et d'ouvrières émeuvent la terre entière, forçant les marques à prendre position publiquement. 10 ans plus tard, comment vivent celles et ceux qui ont survécu à ce drame ? Les marques ont-elles honoré leurs promesses d'une industrie plus respectueuse des êtres humains ? On fait le bilan dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et le 24 avril, on commémore un triste anniversaire, celui des 10 ans du Rana Plaza qui a ôté la vie à plus de 1100 ouvriers et ouvrières au Bangladesh. Ce drame, c'est un peu le symbole des dérives de la mondialisation qui exploite une main-d'œuvre bon marché de l'autre côté du monde et dans des conditions très précaires. Une vaste campagne publique a été menée pour faire assumer leurs responsabilités aux marques, mais la mode est-elle pour autant devenue plus juste et plus sûre ? J'en discute avec Géraldine Viret. Bonjour. Bonjour. Tu es rédactrice et porte-parole pour Public Eye. Ça fait un petit moment que tu bosses sur le sujet du textile et de la fast fashion. À l'époque du drame, tu travaillais déjà à Public Eye. C'est quoi tes souvenirs de ce moment-là ? Moi, je me souviens bien de ce jour-là parce que j'étais en congé maternité à l'époque. J'allais reprendre le travail quelques semaines plus tard et je me souviens regarder ces images de ce bâtiment de 8 étages, dont 3 construits illégalement qui s'effondrent sur des milliers de personnes, des gens qui cherchent leurs proches dans les décombres, qui hurlent. Et en fait, c'est un moment particulier parce que tout ce qu'on dénonçait à Public Eye au sein du réseau international de la campagne Clean Clothes depuis longtemps, en fait, se matérialise à ce moment-là sous nos yeux. De la pire des manières, en fait. Et puis, c'est aussi un autre moment particulier dans le sens où on sait que ça ouvre une période qui va être charnière, où en fait, ce message qu'on porte depuis longtemps, ces dénonciations, ces mises en garde, va être entendu parce que finalement, tout le monde regarde, les images tournent partout dans le monde. Je suis retournée au travail plus vite que prévu pour aller parler des dangers de l'industrie textile dans les médias et pour participer à la mise en place d'une campagne publique pour forcer les marques suisses et internationales à prendre leurs responsabilités. Et dans quelle mesure ce qui est survenu ce jour-là était prévisible au niveau notamment des normes de sécurité ? Alors, la catastrophe du Rana Plaza, elle était prévisible, elle était évitable. Alors, prévisible parce que ça faisait de nombreuses années que les ONG comme Public Eye au sein de la campagne Clean Clothes et d'autres sur place aussi dénonçaient les conditions de sécurité très précaires au Bangladesh, mais pas uniquement. Il y avait eu de nombreux incendies, effondrements, alors plus petits, avec moins de victimes, mais ça faisait très longtemps qu'on connaissait ces dangers. Et puis, elle était évitable aussi, et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut rappeler pour ces 10 ans, parce que le jour avant le drame, le gouvernement du Bangladesh avait demandé l'évacuation du bâtiment en raison de profondes fissures qui étaient apparues dans les murs. Les travailleurs eux-mêmes refusaient de retourner à leur machine à coudre et puis ils ont été forcés de le faire par les propriétaires des usines sous la menace de perdre leur emploi. Et je crois que ça, c'est symptomatique de cette exploitation à l'œuvre dans l'industrie textile où des gens, en 2013 et même aujourd'hui encore, doivent travailler au péril de leur vie, même si ils voient que quelque chose ne va pas. Et quelques heures plus tard, le bâtiment s'effondrait. Donc il y avait clairement des signaux avant-coureurs. Ça a fait grand bruit médiatique dans la presse internationale. Comment ont réagi les marques ? Je crois qu'il y avait plusieurs dizaines de marques différentes qui sous-traitaient dans cette usine. Il y a des marques qui, assez rapidement, ont dit « nous, on se fournissait au Rana Plaza ». Mais il y a beaucoup de marques qui ont complètement nié parce qu'à ce moment-là, la dernière chose qu'on veut, c'est être associé à de telles images qui faisaient le tour de la planète. Avant qu'on retrouve des étiquettes de ces marques dans les décombres, c'est ça ? Alors, il y a des activistes locaux qui ont commencé à aller fouiller les décombres et pas seulement à la recherche de leurs proches, de potentiels survivants, mais à la recherche d'étiquettes, de vêtements, de bons de commande pour justement pouvoir pousser ces marques à assumer leurs responsabilités dans cette tragédie. Une question qu'on se pose évidemment, c'est comment vont les survivants et les survivantes de ce drame. Je te propose de regarder des témoignages filmés en mars pour Public Eye par la société de production Rainbow Collective. Depuis le Rana Plaza, ma situation n'est pas bonne. Ma santé n'est pas bonne. Je n'ai pas de travail, je ne peux pas me nourrir et mon état de santé ne fait qu'empirer. J'ai été blessée à la tête et à la partie inférieure de mon corps. À première vue, les gens pensent que j'ai l'air d'aller bien.
Ce qu'ils ne voient pas, c'est à quel point je souffre de maux de tête et de perte de conscience. De nombreuses travailleuses de l'usine ont été blessées. Certaines blessures sont visibles, d'autres non. De nombreuses personnes sont encore traumatisées. Certaines ont perdu une jambe, un pied, une main. La plupart sont malades. J'aimerais tellement que rien ne nous soit arrivé et que cela ne se reproduise plus pour aucune travailleuse. Je veux que les normes de sécurité changent et que les travailleuses soient en sécurité dans les bâtiments. Cela fait 10 ans et nous, les victimes, ne recevons toujours pas les traitements médicaux dont nous avons besoin pour nos blessures. Toutes les personnes qui se trouvaient au Rana Plaza ont besoin de soins. Je connais 12 personnes du Rana Plaza qui sont mortes depuis l'effondrement parce qu'elles n'ont pas été soignées. Ils n'arrêtent pas de dire « vous êtes une victime du Rana Plaza, vous avez gagné beaucoup d'argent ». Mais en réalité, je n'ai reçu que $336. 467 ont été prélevés et il m'est resté $336. C'est ce que vous appelez une compensation ? Nous ne demandons pas grand-chose, nous voulons juste pouvoir vivre une vie normale. Ça, c'est pour le témoignage accablant des victimes qui ont survécu à ce drame. C'est quoi le quotidien de ces victimes ? Bon, ce qu'on voit, c'est que ces gens, quand elles travaillaient au Rana Plaza, ces personnes avaient déjà des vies assez difficiles, assez précaires, avec des salaires très bas. Aujourd'hui, leur vie est devenue extrêmement difficile, voire cauchemardesque. Évidemment, voilà, les blessures physiques qui ont été infligées sont souvent extrêmement graves, avec une incapacité souvent à vie de travailler, mais aussi des traumatismes extrêmement forts liés à cette expérience. Il y a des gens qui disent « je peux plus m'approcher d'une usine textile, je peux plus supporter le bruit ». Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à vivre aussi dans une société, bon, déjà par exemple où les femmes travaillaient beaucoup, où maintenant les enfants doivent être souvent éduqués par d'autres personnes, et avec quel argent. Donc ces personnes-là, elles souffrent aussi du fait que beaucoup de gens ont cette idée qu'elles ont reçu beaucoup d'argent suite à l'effondrement du Rana Plaza, et c'est absolument pas vrai. D'ailleurs, c'est assez remarquable puisque rare, il y a eu des dédommagements, et tu dis que c'est pas à la hauteur de ce qui avait été annoncé ? Non, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grande campagne publique durant 2 ans pour que les marques admettent se fournir au Rana Plaza et puis qu'elles acceptent de participer à un fonds d'indemnisation des victimes. Ce fonds, au bout de 2 ans, il a été doté de 30 millions environ de dollars pour dédommager, alors évidemment, les personnes qui ont survécu mais avec de grosses blessures, mais aussi les familles des personnes qui étaient décédées, les enfants. On peut se dire c'est une somme qui est conséquente. Ce qu'on voit dans les faits, c'est que les gens ont touché des montants relativement faibles. Déjà parce que les montants pour perte de salaire, perte de gains, étaient basés sur les salaires de misère que les personnes touchaient à l'époque. Et en 2013, le salaire minimum légal au Bangladesh, c'était à peine 30 francs par mois. Donc les gens vivaient déjà très mal. Et il y a eu une inflation très importante aussi entre-temps. Également. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que ces personnes ne sont pas dédommagées de manière juste pour les dommages physiques et psychologiques très graves qui ont été infligés. Je crois que ces témoignages, et c'est juste un extrait, le montrent bien. La vie de ces personnes ne sera jamais plus la même. Et ce drame, pour nous, c'était quelque chose qui a 10 ans, mais pour eux, elles le vivent encore maintenant au quotidien. Je l'ai dit, ce drame, c'est un symbole. C'est aussi un symbole pour les mobilisations. Et au terme de longs combats, un accord sur la sécurité des bâtiments au Bangladesh a pu être signé par de nombreuses marques. C'est quand même une forme de succès, ça, non ? Vous parlez d'un accord historique à Public Eye. Ça, c'est un succès. On parle d'accord historique parce qu'en fait, c'est la première fois que les marques se sont engagées dans un accord qui est juridiquement contraignant, c'est-à-dire qui a valeur de contrat devant un tribunal. Donc cet accord, qu'est-ce qu'il prévoit ? Il prévoit des inspections dans les usines qui fournissent les entreprises qui l'ont signé. Par qui exactement les inspections ? Alors c'est des comités, des bureaux indépendants qui mènent ces inspections. Il prévoit aussi une participation, et ça c'est essentiel, financière des marques aux rénovations qui sont nécessaires via des prix d'achat qui sont plus élevés. Il empêche surtout les marques de se dire bon, cette usine elle a des problèmes, soit je vais fermer les yeux, je continue parce que c'est pas cher, je continue, ça c'est plus possible, ou alors de partir simplement dès que des
problèmes sont identifiés, c'est plus possible non plus. Et ça a été un combat de haute lutte parce que ça faisait des décennies que les entreprises, et c'est encore le cas aujourd'hui pour d'autres aspects que la sécurité, elles aiment les codes de conduite, elles aiment les initiatives volontaires, tout ce qui est bon pour l'image, mais pas ce qui engage concrètement dans les faits. Donc il y a près de 200 marques qui ont signé cet accord. Au début, il était vraiment concentré sur le Bangladesh. Il a été renouvelé ensuite. Maintenant, c'est un accord international sur la santé et la sécurité dans l'industrie textile. Donc, avec vraiment cette volonté d'être étendu dans d'autres pays. Ok, ça c'est très notable aussi. Ça vient d'être fait pour le Pakistan en décembre. Et ça, c'est important, je le disais tout à l'heure, l'industrie textile est notoirement très dangereuse. Il y a eu énormément de cas, alors pas d'une telle magnitude que le Rana Plaza, mais d'incendies, de problèmes aussi de structure des bâtiments, avec des dizaines, voire des centaines de morts depuis les années 90. C'est un fait qui est extrêmement bien documenté. Donc à ce niveau, on peut quand même se réjouir qu'il y ait quelques progrès qui aient été faits au niveau de la sécurité des travailleurs et des travailleuses. Sur d'autres thématiques, je te propose d'écouter les propos d'une syndicaliste de la Fédération nationale des travailleurs du vêtement. La situation dans les usines et pour les travailleuses est meilleure que par le passé. Tout le monde travaille encore à améliorer la situation. Les usines doivent inspecter l'état des bâtiments et réparer tout de suite les dommages. Par exemple, si les travailleuses nous disent qu'il y a un défaut dans une usine, comme au Rana Plaza, nous informons alors l'entreprise qu'elle doit le réparer. Les travailleuses sont payées un peu plus qu'avant. Mais même si elles sont mieux payées, la pression dans les usines est encore plus forte. Le loyer, les factures, la nourriture, l'éducation des enfants, les travailleuses doivent lutter sur tous les fronts. Donc si je reprends ces propos, des efforts ont été consentis, certes, mais il reste encore beaucoup de progrès à faire, notamment au niveau des salaires, c'est ça ? Oui, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la sécurité, on a fait d'énormes progrès avec cet accord contraignant. Plus de 1600 usines qui ont été inspectées, qui ont subi des rénovations. Elles employaient plus de 2,5 millions d'ouvriers et d'ouvrières. Donc, c'est vraiment un progrès important. On peut pas dire aujourd'hui, on peut pas exclure qu'un événement de ce type se repasse, mais disons que les probabilités que quelque chose d'aussi grave, d'aussi dramatique se produise maintenant au Bangladesh sont beaucoup plus faibles. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, au niveau salarial, au niveau de la liberté d'association, des libertés syndicales, il n'y a pas eu des progrès notables. Les salaires de misère au Bangladesh, c'est un problème qui est connu depuis longtemps. Au moment de l'effondrement du Rana Plaza, les couturières gagnaient environ 30 francs par mois. Aujourd'hui, on est à 70 francs par mois. Donc, une augmentation tous les 5 ans a été consentie par le gouvernement suite à des forts mouvements de protestation. Mais on voit en fait que les montants sont très faibles, que l'inflation court beaucoup dans ce pays, donc que finalement ce salaire de 70 francs ne permet toujours pas en fait de couvrir les besoins de base. C'est pas un salaire vital. Il faudrait environ, selon les estimations, 450 francs pour se loger, se nourrir, envoyer ses enfants à l'école, etc., de manière décente. Donc ça, c'est vraiment un problème qui est encore au cœur de l'industrie textile globalisée. Je pense que c'est un des principaux problèmes. Je l'évoquais en intro, pour beaucoup, l'effondrement du Rana Plaza, c'est devenu un symbole de l'exploitation de millions de personnes à travers le monde dans l'industrie textile. Est-ce que ce drame a suscité une véritable remise en question ? Je te propose un dernier témoignage d'une ancienne ouvrière du textile qui parle de cette tragédie. Toutes les victimes et les travailleuses qui se trouvaient au Rana Plaza sont devenues des produits pour les journalistes bengalis et étrangers. De décembre au 24 avril, nous recevons un peu d'attention et le 25 avril, tout le monde se désintéresse de nous. Les acheteurs ne font rien. Ils n'exercent aucune pression sur le gouvernement. Alors qu'ils pourraient amener des changements susceptibles d'améliorer la vie des travailleuses. Ces entreprises étrangères qui produisent des vêtements au Bangladesh doivent savoir comment les vêtements sont fabriqués, comment les travailleuses sont traitées.
C'est leur responsabilité. Elles doivent vraiment savoir dans quelles conditions les travailleuses fabriquent les vêtements. Elle l'a constaté elle-même, le Rana Plaza, ça a été un véritable événement médiatique. On vient la voir pour commémorer ce drame, comme on est un peu en train de le faire dans le cadre de ce podcast. Mais dans le fond, est-ce que vraiment les choses changent en profondeur ? C'est un peu ce que je disais en ouverture de cette discussion, c'est que cet effondrement du Rana Plaza, ça a ouvert une brèche, c'est-à-dire que tout d'un coup, le monde est obligé de regarder. On regarde, on prend conscience, mais est-ce que les choses changent réellement ? C'est une autre discussion. Et ce qu'on voit au niveau des marques, c'est qu'elles ont mis en place des choses. Donc l'accord historique sur la sécurité, beaucoup de marques l'ont signé, mais dans le fond, elles n'ont pas changé le modèle d'affaires de la fast fashion. Il n'y a pas eu de remise en question. Et moi, je pense que c'est important de commémorer ces 10 ans du Rana Plaza, parce qu'on ne peut pas oublier un tel événement. Mais on ne peut pas simplement y penser le jour J et puis le lendemain se dire qu'est-ce que je vais m'acheter comme vêtements. Et donc chacun à son niveau, on doit se souvenir de ça et on doit aussi savoir pourquoi ça s'est passé. Et est-ce que tu penses que ça a aussi marqué peut-être l'esprit des consommateurs et des consommatrices ? Je pense qu'il y a énormément de gens qui ont été choqués de ces images. Et en fait, on savait depuis longtemps dans quelles conditions les vêtements étaient produits, mais de voir cet effondrement, d'entendre les gens crier, chercher leur famille dans les décombres, c'était quelque chose d'extrêmement marquant. Pourquoi ? Pour un t-shirt à 5 francs. Ça a beaucoup marqué les esprits et je pense qu'il y a des gens qui ont changé leurs habitudes, que ce soit fondamentalement ou un peu, ça c'est clair. Après, je pense aussi qu'on oublie vite dans la société, et si on regarde ce qui peut se passer au niveau de l'urgence climatique, d'autres sujets, des catastrophes aussi, on oublie vite malheureusement. Ensuite, la responsabilité individuelle, c'est une chose, et c'est clair, mais on peut pas simplement montrer aux gens ces images et s'attendre à ce qu'ils changent complètement de comportement d'achat, que ce soit au niveau de l'industrie vestimentaire, que ce soit au niveau d'autres biens de consommation. Donc il faut des régulations politiques. On est face à un problème qui est systémique et il faut des réponses qui soient systémiques également. Donc, c'est-à-dire que ces multinationales ne doivent plus pouvoir faire comme si elles ne savaient pas ou n'avaient jamais su et attendre en fait qu'un désastre arrive pour quelque part essayer de récupérer les choses, de soigner leur image et puis ensuite de ne pas améliorer ces relations d'affaires, que ce soit des prix d'achat, que ce soit les délais qu'on impose à ces fournisseurs, enfin vraiment la qualité des relations de travail. Donc on est à un moment où je pense qu'il faut que les régulateurs, en Suisse et dans d'autres pays, obligent ces sociétés-là, multinationales, à assumer un devoir de diligence sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement, que ce soit au niveau des droits humains, de la sécurité, mais aussi au niveau des questions environnementales. On espère évidemment que ces revendications vont être entendues. Merci beaucoup Géraldine Viret d'être venue. Merci à toi. Et merci à vous pour votre écoute. Si le sujet vous intéresse, vous trouverez un dossier complet sur le Rana Plaza et le désastre de la fast fashion en description de cet épisode. Comme d'habitude, abonnez-vous. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.